Je vous disais, excusez, je disais que dans le cadre de l'évolution, l'homme sera obligé de trouver ou de faire ressortir des éléments qui caractérisent les fondamentales de sa vie ou les fondamentales des lois de la vie, parce que ça fait partie de sa conscience, ça fait partie de sa science. Puis je veux vous en donner un exemple ici. Si on regarde la formation du couple pendant l'évolution, ce qui détermine ou ce qui marque le couple de l'évolution, c'est que le couple de l'évolution est très fortement marqué du karma, de la loi karmique. C'est-à-dire que pendant l'évolution, quand un homme ou une femme se rencontrent, ainsi de suite, pour former une famille, ainsi de suite, les liens karmiques sont très, très puissants, sont très actifs au niveau des forces de l'âme. Donc, c'est comme si on dirait, l'homme rencontre la femme qui a besoin, puis la femme rencontre l'homme qui a besoin dans la vie. Sur le plan de l'évolution, c'est la condition qui existe et qui fait partie du partenariat entre les forces astrales et les forces de la Terre. Sur le plan de l'évolution, la raison pour laquelle ce sera plus difficile pour l'homme et la femme de se rencontrer, c'est parce que dans l'évolution, le facteur karmique sera extrêmement réduit et même éliminé de l'expérience. Pour mettre ça dans un contexte plus clair, je dirais que pendant l'évolution, l'homme et la femme se rencontraient malgré eux-mêmes, à travers des facteurs particuliers à leur personnalité, alors que dans l'évolution, l'homme et la femme se rencontreront par choix. Par choix. Et quand je dis par choix, là, je ne veux pas dire le choix que vous pensiez avoir pendant l'évolution, parce que pendant l'évolution, vous n'en aviez pas de choix. On avait choisi pour vous les conditions. Alors que dans l'évolution, à cause de la science interne, probablement du contact mental plus développé, le contact télépathique plus développé chez l'homme, le développement des relations humaines, pas nécessairement seulement au niveau du couple, mais au niveau des relations humaines en général, sera fondé sur le choix. L'individu rencontrera dans la vie, établira avec qui dans la vie il veut partager son temps et ses énergies à partir d'une conscience mentale très spécifique à lui-même et très bien fondée sur ses propres assises individualisées. Alors que pendant l'évolution, il y a beaucoup de relations qu'on a établies, qu'on a développées pendant notre expérience, qui étaient fondées sur des pressions psychologiques qui étaient issues des conditions sociales de la race à l'intérieur de laquelle nous étions en évolution ou en développement. Et le fait qu'au cours de l'évolution, l'homme et la femme, ou la formation du couple, au début, sera l'expression d'une libération de l'être, ou des deux êtres, sur le plan karmique, ça nous amène à mettre en évidence certaines lois qui font partie de cette nouvelle évolution-là. Un des aspects de cette loi-là, c'est que un de ces aspects, c'est que l'homme et la femme n'auront pas à répondre dans la formation d'un couple ou même dans la formation de liens en dehors du couple sur le plan social, n'auront pas à répondre autre qu'à eux-mêmes, ce qui n'était pas le cas pendant l'évolution. Pendant l'évolution, quand l'homme rencontrait une femme ou la femme rencontrait un homme, ils avaient à répondre à des conditions extérieures à eux-mêmes. Simplement le fait de tomber en amour pendant l'évolution a évité l'homme et la femme à perdre un certain pourcentage de leur identité pour bénéficier de cette expérience extrêmement astrale et vivante qu'on appelle l'amour astral. Alors que pendant l'évolution, l'homme et la femme vivront effectivement cet amour
qu'ils ont connu pendant l'évolution, mais ils le vivront à un autre niveau, autrement dit, d'une manière beaucoup plus intelligente, beaucoup plus éclairée, de sorte que le facteur karmique qui régit l'âme sera moins présent que le facteur esprit qui fera partie de l'intelligence unifiée de la conscience humaine nouvelle. Autrement dit, pendant l'évolution, la formation du couple ou même les séances sociales, autrement dit, les relations sociales, étaient basées énormément sur l'aveuglement de l'individu. Nous étions aveugles parce que l'homme n'était pas dans son esprit. Si l'homme n'est pas dans son esprit, il est forcément aveugle parce qu'il est dirigé inconsciemment par les forces de l'âme et tout se fait à son insu. Et de cet insu se développe tout le processus de la famille, les enfants, ainsi de suite, et le genre de vie à deux qu'on a connu, ainsi de suite, avec ses modalités judéo-chrétiennes. Alors que pendant l'évolution, l'homme et la femme formeront un lien ou établiront un lien basé sur réellement la présence de leur esprit et la naissance de leur esprit. Donc, la naïveté ou l'aveuglement de l'évolution, formulé à travers un amour astral, baignant souvent dans des mœurs extrêmement non accomplies, qui ont formé les assises de nos relations intimes, sera totalement changé, altéré, pour une autre forme de rencontre, une autre forme d'amour et aussi une autre manière de s'adapter individuellement à un autre qui est aussi individualisé que soi. Ça, c'est la raison pour laquelle ce sera plus long au cours de l'évolution pour l'homme et la femme de se découvrir un partenaire dans la vie sur un plan de conscience égal ou équivalent au sien. Donc, si vous ne découvrirez pas d'être dans la vie avec autant de facilité que vous auriez pu le faire pendant l'évolution, c'est normal. Et il ne s'agit pas pour l'homme nécessairement de se décourager, parce que ça fait simplement partie de l'élimination des facteurs karmiques de la conscience. Donc ça peut apporter un petit peu d'encouragement à ceux qui cherchent depuis longtemps. Et vous verrez que dans l'expérience, c'est bien ça qui se passe. L'élimination du facteur karmique dans une relation humaine, quand on est conscient, c'est très important parce que le facteur karmique assujettit la conscience de l'ego aux forces de l'âme et automatiquement force l'individu d'expérimenter l'autre pendant un certain nombre d'années malgré lui-même. Autrement dit, l'homme n'entre pas dans une relation humaine à partir d'un choix mental conscientisé. Il entre dans une relation humaine à partir des apports extérieurs à sa conscience sensible, astralisée, aimante, ainsi de suite. Et effectivement, très plongé dans des émotions de toutes sortes de couleurs. Ce qui amènera évidemment l'être conscient à refléter un peu sur son passé et à penser que la relation avec l'homme ou la femme, c'est pas aussi romantique qu'avant. Et ça, c'est simplement une illusion parce qu'il y aura autant de romance, mais la romance sera un petit peu plus intégrée qu'auparavant. Alors qu'auparavant, au nom de la romance, on était prêt à se suicider ou à suicider notre identité. Alors que dans l'évolution, l'homme pourra bénéficier autant de la romance, mais aussi sera obligé de garder son identité. Une grande différence. Et sur le plan psychique, c'est très évident, la différence. Sur le plan psychologique, c'est peut-être moins évident, mais sur le plan psychique, c'est très évident. L'homme conscient ne peut pas trafiquer avec l'amour comme l'homme inconscient le fit. Quand je parle de l'homme génériquement parlant.
parce que il est trop conscient des trappes astrales, il est trop conscient de l'insuffisance de l'expérience. Si l'expérience n'est pas totalement complétée par un rapport d'esprit équilibré, intégral chez les deux et sans condition. Sinon, il y aurait trop de souffrance pour l'être de l'évolution. Il y aurait trop de souffrance. Il y a une sorte de souffrance que connaît l'homme conscient qui ne fait pas partie de la programmation de l'homme inconscient. Une sorte de souffrance que l'homme conscient vit, une sorte de tension psychique qu'il connaît, qui fait partie de son être, que l'homme inconscient ne connaît pas. C'est une sensibilité d'un autre niveau. D'ailleurs, c'est ce qui différencie l'homme de l'involution de l'homme de l'évolution. Donc, l'homme de l'évolution ne peut pas souffrir dans une relation de couple. Trop, parce que ça l'épuiserait énormément à cause de sa sensibilité vibratoire. Alors que pendant l'évolution, les souffrances que l'homme et la femme se créaient mutuellement au nom de l'amour, c'était absolument abominable. C'était vraiment du théâtre shakespearien. Il y a une partie même de l'être qui aimait faire souffrir l'autre pour pouvoir lui dire ensuite qu'il l'aimait. Donc, pendant l'évolution, on se créait du théâtre interne. Un théâtre interne pour favoriser l'aiguillonnement, si vous voulez, de cet amour-là, qui était totalement difforme et totalement irréel. Alors que pendant l'évolution, l'homme ne pourra pas jouer ses games, ses jeux ou ses games, pour employer un terme anglais, ces games égocentriques-là, parce qu'il y aura trop d'esprit. Et c'est ça qui fera en sorte que l'élément karmique sera éliminé, autrement dit, que finalement l'homme prendra sous son contrôle les forces de l'âme, qui sont très très puissantes, et qui ont tendance à bousculer l'être, et à la forcer dans une relation malgré son intelligence, malgré son esprit. Et on peut dire que beaucoup d'êtres dans le monde se sont rencontrés malgré leur intelligence, malgré leur esprit. Ils se sont rencontrés par rapport à des facteurs astraux qui faisaient partie de la conquête de leur identité et qui émanaient des forces de l'âme et qui faisaient partie de la programmation et qui représentaient dans l'expérience un facteur karmique extrêmement important. C'est pour ça qu'on peut dire qu'en général, les gens qui sont ensemble, qui ont été mariés sur la Terre, n'ont pas été nécessairement heureux dans le sens intégral du terme. Ils se sont souvenus de périodes antérieures plus heureuses, mais on ne peut pas dire qu'ils ont connu des unions heureuses dans le sens rempli au niveau mental. D'ailleurs, j'ai tendance à éliminer le terme heureux du vocabulaire de l'expérience humaine, parce que le terme heureux nécessite automatiquement une bâtardisation de la présence de l'esprit dans une relation humaine. Un être conscient n'a pas besoin d'être heureux. Il est bien dans sa peau, point final. Tandis que pendant l'évolution, on avait besoin d'être heureux en amour. Non, on sait ce que ça crée ou ce que ça a créé, le bonheur d'être en amour pendant l'évolution. Ça nous a créé des périodes heureuses où on a eu des enfants, où on a eu des maris qui étaient bien, comme ça nous a créé des périodes très, très creuses. Le mari n'était pas bien, puis les enfants étaient malheureux. Donc, ça faisait partie du joug de l'évolution, ça faisait partie de l'expérience, de la conscience, de la race. Mais ça ne faisait pas partie de la conscience intégrale de l'homme nouveau. Donc, l'homme conscient, l'homme nouveau cherchera plutôt à être bien dans sa peau. Quand il étant bien dans sa peau, à ce moment-là, il éliminera l'élément karmique de son couple, parce qu'il aura trop de clarté dans le mental pour s'assujettir aux forces de l'âme, comme on l'a fait pendant l'évolution. D'ailleurs, au cours de l'évolution, on reconnaîtra par analyse et étude que l'âme, c'est réellement une énergie très, très astrale, c'est une mémoire extrêmement puissante, qui doit éventuellement être totalement amenée sous le contrôle de l'esprit pour créer finalement un amalgame, une unification des principes de l'homme, sinon l'homme demeure toujours un être divisé entre des forces extrêmement primaires et des forces de second ordre, au lieu d'être intégré et de pouvoir bénéficier de tout ce qu'il est, c'est-à-dire âme et esprit,
Mais on a des difficultés encore à comprendre le phénomène de l'âme et on a beaucoup encore de difficultés à comprendre le phénomène de l'esprit parce qu'on n'a pas encore la télépathie avec le plan mental. Donc, n'ayant pas de télépathie avec le plan mental, on ne peut pas facilement communiquer avec des intelligences qui ne sont pas incarnationnelles, donc qui n'ont pas de lien karmique avec l'homme, mais simplement des liens évolutionnaires. Sur le plan de l'âme, on a de la misère à raccorder. On a de la misère à raccorder notre genèse psychologique à notre esprit, donc à notre intelligence intégrale, parce que notre genèse psychologique fait partie de notre personnalité et on a besoin de se raccorder à notre personnalité pour avoir la certitude ou un peu de certitude de ne pas être diminué trop dans notre être. Donc notre personnalité, dans un sens, on la garde pour ne pas se sentir trop démuni devant notre propre lumière qui l'éteindrait instantanément. On ne peut pas passer trop rapidement du vide fictif ou du plein fictif au vide absolu ou du plein absolu. On préfère expérimenter notre plénitude fictive pendant un certain temps, puis lentement rentrer dans notre plénitude réelle. Mais de faire le mouvement trop rapidement, c'est pas bon d'ailleurs pour l'homme, c'est pas bon sur le plan psychique. Et ce n'est pas agréable au niveau de l'expérience. Donc, c'est mieux que l'expérience se fasse lentement. Mais même quand elle se fait lentement, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réellement de mesure de ce que c'est l'âme. Quand on sort de notre corps, on a un peu plus de mesure. Quand on sort de notre corps le soir, là, qu'on se promène à Montréal, puis qu'on se promène, puis qu'on s'en va en Europe, puis qu'on s'en va dans l'espace, puis qu'on revient dans notre corps. Mais là, on a plus de mesure de ce que c'est l'âme. On s'aperçoit que c'est une essence qui est réellement sans volonté. C'est une essence qui n'a pas beaucoup de volonté. C'est une essence qui a une certaine conscience, mais la conscience n'est pas pleine parce que l'âme n'est pas suffisamment enlignée sur le principe cosmique de l'intelligence pour pouvoir bénéficier d'un mouvement libre au niveau de ce qu'on appelle le déplacement en dehors du corps matériel. On s'aperçoit qu'on est pas mal lié au corps matériel. On a même peur de s'éloigner trop du corps matériel pour pas mourir, et ainsi de suite. Donc l'âme a réellement besoin de beaucoup de conscience pour pouvoir finalement laisser à l'ego, donc au centre mental de la conscience, la chance d'exprimer sa volonté, puis de pouvoir et de vouloir facilement voyager dans des espaces temporels qui sont parallèles à ceux du plan matériel. À ce moment-là, on aurait une meilleure compréhension de l'âme et on verrait que l'âme, c'est réellement une essence qui ramène toujours l'homme à l'aspect formel de sa carrière, donc de sa mission, qui est l'incarnation, donc le retour dans le corps physique. Avec l'évolution, les études, les analyses, puis les expériences, puis les différentes sortes de projections que l'homme connaîtra dans son expérience, il réalisera que l'âme est réellement un quantum d'énergie qui est anti-âme. Et ça, c'est pas évident pour l'homme à réaliser, que l'âme est anti-âme. Parce que l'homme a tendance à associer sa réalité avec le bien-être de sa future évolution. Puis c'est pas le cas. La future évolution de l'homme est totalement sous le contrôle et le pouvoir de son esprit. Il n'a rien à voir avec la condition sine qua non de l'âme. L'âme, c'est simplement de la mémoire. C'est un quantum d'énergie qui a une certaine évolution, qui a progressé dans le temps, dans le passé, qui est arrivé à un certain moment donné de devoir s'unir un petit peu plus avec ce qu'on appelle le feu cosmique, donc le principe créateur de l'esprit, ou le rayon de la création, si vous voulez, qui est à la source de la pensée humaine. Le problème qu'on a aujourd'hui sur le plan philosophique, sur le plan de la pensée, sur le plan de la conscience, sur le plan de la connaissance, sur le plan de l'esprit, sur le plan de la science, c'est notre capacité vibratoire d'interroger absolument ce rayon-là qui fait partie de notre être-té universel et de notre conscience systémique. On a de la difficulté à faire parce qu'on est trop pris dans les forces, on est trop pris dans l'âme, on est trop de l'âme. Il y a trop d'âme chez l'homme, pas chez l'esprit. Mais ça fait partie de l'évolution, puis ce n'est pas nécessairement un reproche qu'on fait à l'humanité, parce que l'humanité est dans ce cycle d'évolution. Mais c'est une condition qui doit être étudiée pour que l'homme éventuellement en arrive à se libérer des forces de l'âme
Ce qui veut dire quoi, se libérer des forces de l'âme? Ça veut dire, ultimement, se libérer de la crainte. Si on parle des forces de l'âme, on parle de crainte. Si on parle des forces de l'esprit, il n'y a pas de crainte. La crainte n'existe pas dans l'esprit, mais la crainte existe dans l'âme. Donc, on peut dire que, techniquement, la sommation des forces de l'âme, c'est la sommation des pulsions de la crainte dans l'homme. Donc, la sommation des pulsions de la crainte dans l'homme, c'est la manifestation de son animalité. Donc, c'est la manifestation de son incorporation dans la matière. Donc, c'est la manifestation et c'est la mesure de son incapacité de voyager dans le temps, librement, avec une conscience morantielle et un corps qui lui est propre, qu'on appelle le corps éthérique. Mais ça aussi, ça fait partie de l'évolution. Mais au moins, on est rendu à un point à la fin du 20e siècle où on peut commencer à interroger les différents plans de conscience qui ont constitué pendant l'évolution les mystères et qui demain permettront finalement à l'homme de s'éveiller à son esprit et de s'éteindre de plus en plus aux forces de l'âme, qui sont responsables de sa programmation et qui nécessitent une programmation pour s'aligner sur les différentes facettes planétaires de son évolution. Une âme ne peut pas s'incarner dans un corps matériel sans programmation, parce qu'une âme n'a pas d'intelligence. Donc l'homme, quand il s'incarne avec une âme. Donc il s'incarne forcément avec une programmation. Donc l'homme a vécu pendant l'évolution assujetti à une programmation effroyable, fondamentalement anti-vie, anti-âme. On a simplement étudié l'histoire de l'humanité pour voir jusqu'à quel point l'homme a été réellement manigancé dans les énergies de son âme. Que l'on regarde les moments les plus élevés des civilisations romaines, grecques, égyptiennes, Renaissance, et qu'on regarde les plus bas fonds de ces mêmes civilisations, on s'aperçoit que l'homme a toujours joué un rôle au détriment de la conscience. Les Romains ont fait des architectures extraordinaires, mais ils ont aussi mangé des hommes dans les cirques. Les Grecs ont développé les grands temples, mais ils se sont donnés à un hédonisme abominable. Les Égyptiens ont conquis la matière au niveau pyramidal, au niveau des masses, mais ils ont totalement dominé l'esclavage humain. La Renaissance a voulu relever le défi de l'esprit au niveau de la religion, mais a totalement conquis la volonté de l'homme pour finalement s'abattre sur les rivages de l'Inquisition. Donc, il n'y a pas de limite à l'absurdité des forces de l'âme et à la polarité de ces énergies-là. C'est lorsque l'homme en arrivera finalement à prendre conscience de son esprit, à développer le lien universel, puis finalement à entrer dans une communication télépathique, que finalement il pourra prendre conscience des forces de l'âme et finalement prendre contrôle des forces de l'âme. Une fois que l'homme aura pris contrôle des forces de l'âme, à ce moment-là, il pourra avoir le contrôle de la destinée de sa vie sur le plan matériel, et lorsqu'il passera au monde de la mort, au lieu de retourner en forme astrale, il passera en forme morontienne. Mais au moins, en attendant, il aura le contrôle sur sa vie. Parce que prendre le contrôle sur ses énergies, ça fait partie de la destinée de l'âme. Ça fait partie de la conscience de l'âme, ça fait partie de sa fusion, ça fait partie de son identité, ça fait partie de sa réalité, ça fait partie de son droit. Mais ça peut se faire seulement quand l'homme n'a plus de crainte. La plus grande domination sur la conscience de l'homme, c'est la crainte. Vous verrez qu'au cours de l'évolution, que l'homme coexiste toujours avec des petits points, des petits îlots, des petits recoins de crainte. Il y a toujours des petits aspects de crainte. Et la crainte ne vient pas de l'esprit, la crainte vient de l'âme. Il n'y a pas de crainte dans l'esprit. L'esprit, c'est de la puissance. L'esprit, c'est de la maîtrise. L'esprit, c'est le contrôle. L'esprit, c'est la domination de soi. Alors que la crainte, c'est l'invitation à une forme de démesure quelconque, à une forme d'impuissance quelconque, à une forme de malaise quelconque. C'est très occulte, la crainte. Si l'homme n'avait pas de crainte, il ne mourrait pas en forme astrale. Il mourrait en forme morontienne. Il irait vers le sud systémique et non vers le nord systémique. C'est la crainte qui fait que l'homme retourne au monde de la mort astrale. Parce que la crainte, ultimement, c'est le doute. Et le doute, ultimement, c'est la manifestation de l'impuissance.
Et la manifestation de l'impuissance, c'est ultimement quoi? Un degré quelconque d'absence de conscience absolue, donc d'esprit. Donc, si on regarde nos vies à quelque niveau que ce soit, si on regarde nos expériences à quelque niveau que ce soit, l'imprimatur de l'âme, c'est toujours la crainte. Le défi, le challenge de l'homme, c'est toujours la manifestation de son esprit à un niveau ou à un autre. Ce qui fait que l'homme est grand, c'est pas parce qu'il pense. C'est parce que la nature de son esprit passe à travers le mécanisme de sa pensée qui est confondu avec son ego et qui lui donne la capacité de toujours aller plus loin, puis plus loin, puis plus loin, puis plus loin. C'est ça qui fait que l'homme est grand. Même dans l'expérience banale de tous les jours, on est grand. Pourquoi? Parce qu'on perd notre job, on s'en trouve un autre. On perd nos familles, on perd nos enfants par la mort. On se récupère, on perd nos maris, nos femmes, on reconstitue nos vies. C'est ça qui fait que l'homme est grand. Mais ça, c'est une petite grandeur. Il y a d'autres grandeurs de l'homme qui sont insoupçonnées, qui ne font pas partie de sa science, qui ne font pas partie de sa conscience, parce que l'homme n'a pas encore appris à parler. Il faut que l'homme apprenne à parler pour pouvoir découvrir ce qu'il sait. Si vous apprenez pas à parler, vous saurez jamais ce que vous savez. Vous serez obligé d'écouter les mots des autres, les paroles des autres. Si vous écoutez les mots et les paroles des autres, vous deviendrez simplement des disciples, ou des étudiants, ou des êtres secondaires. L'homme, il faut qu'il parle. Il faut que l'homme parle, il faut que l'homme apprenne à parler. C'est un avantage absolu, parler. Mais on s'habitue petit à petit à parler quand on apprend petit à petit à éliminer de soi-même le doute, qui veut dire éliminer de soi-même la crainte, et ainsi de suite. Donc ça fait partie de l'évolution. Si on me demandait quelle est la fonction fondamentale de l'instruction, quel est le but ultime de l'instruction, c'est d'amener l'homme à parler, pour découvrir ce qu'il sait. C'est pas le rôle de l'instruction d'établir un codex pour que l'humanité connaisse les aspects occultes de la vie sur tous les plans. C'est pas mon rôle d'écrire des livres pour expliquer l'invisible. Je le fais simplement pour amener l'homme à reconnaître qu'il a en lui des promesses, d'un savoir qui fait partie de sa propre lumière. C'est la seule raison que j'écris des livres. On ne peut pas écrire des livres sur des choses qui sont sans fin. C'est ridicule. Mais écrire des livres pour apprendre à l'homme à reconnaître qu'il y a en lui énormément de science. Bon, là, c'est valable. C'est un petit peu ça la raison pour laquelle j'écris des livres, ou j'écrirai des livres. Mais il faut que l'homme en arrive à lui aussi à écrire des livres ou écrire son propre livre. L'homme écrit son propre livre en parlant. Si vous apprenez pas à parler, vous saurez pas ce que vous savez automatiquement. Vous serez lié aux forces de l'âme parce qu'il y aura en vous ou chez vous une certaine crainte. Et la plus grande crainte que l'homme peut avoir sur le plan de la parole, c'est la crainte de faire une erreur. Qui revient à quoi? À son besoin d'être dans la vérité. Mais le besoin d'être dans la vérité, c'est la manifestation de sa crainte. Parce que la vérité, c'est une polarité psychologique qui permet à l'homme d'être sécure entre la vertu du vrai et du faux. De ne pas être troublé par la révélation, de ne pas être troublé parce qu'il n'est pas connu, ou pas être troublé parce qu'il c'est seul. L'homme ne veut pas savoir, il n'est pas intéressé, il a peur de savoir ce qu'il sait seul. Il aime mieux savoir ce que lui sait, ce qu'un autre sait en même temps. C'est plus réconfortant de savoir que quelqu'un sait quelque chose, puis qu'on sait nous autres la même chose. Mais de savoir quelque chose seul, là, c'est pas réconfortant, ça. Peut-être que je suis craqué. Peut-être que j'ai une petite feuille dans le terre, il va me faire voir mon psychiatre. Je sais des choses tout seul. Comment est-ce que je peux savoir des affaires tout seul? Je peux pas y tester, je peux pas y confirmer. Je dis pas que c'est pas bon de savoir quelque chose avec quelqu'un d'autre. Mais ce que je veux dire, c'est commencer par le savoir tout seul d'abord. Parce que si vous êtes pas capable de savoir tout seul à ce moment-là, c'est la crainte.
Si vous êtes capable de savoir tout seul, allez voir quelqu'un d'autre, puis lui, il va faire la même chose, il va savoir tout seul. Fait que là, vous allez savoir tous les deux que peut-être que vous n'êtes pas aussi fou que vous avez l'air. Ça, c'est vaincre les forces de l'âme. L'âme veut pas. Votre mémoire ne veut pas que vous sachiez ça, déjà. L'esprit, oui. Il y a une très grande différence entre l'âme et l'esprit. L'âme, c'est la totale définition de ce que l'homme n'est pas, en tant qu'être de lumière. L'esprit, c'est une autre définition. L'esprit, c'est la totale définition de ce que l'homme est en tant qu'être de lumière, mais n'est pas en tant qu'être expérientiel. C'est pour ça que l'homme n'est pas capable de voyager dans le temps. L'homme n'est pas capable de sortir de son corps sans aller en forme astrale, puis sans se promener avec un cordon ombilical qui le ramène à son corps. Parce qu'il a peur. Pourquoi est-ce qu'il a peur? Parce que peut-être qu'ils ne rentreront pas dans son corps. Mais pourquoi est-ce qu'il a peur de ne pas rentrer dans son corps? Pourquoi est-ce que l'homme a peur de ne pas rentrer dans son corps quand il sort en forme astrale? C'est parce que son âme veut revenir dans son corps. C'est l'âme qui veut revenir dans son corps. C'est l'âme qui a besoin d'incarnation, pas son esprit. Comme l'homme a besoin du corps pour son expérience, l'homme en tant qu'égo veut revenir dans le corps. Il a peur de ne pas revenir dans le corps. Donc, en ayant peur de ne pas revenir dans le corps, mais automatiquement, il ne peut pas se promener en conscience éthérique et aller où il veut, dans l'invisible. Sur les autres plans. Donc, il peut pas venir en contact avec les archives, rentrer dans les archives, étudier les archives à volonté. Parce qu'il n'utilise pas son corps mental, il utilise son corps astral. Le seul corps subtil de l'homme qui est libre, c'est son corps mental, c'est pas son corps astral. Le corps mental, tu peux aller où tu veux. Parce que le corps mental est connecté au corps éthérique. Alors que le corps astral est connecté aux forces de l'âme. Ça fait partie de l'évolution, mais ça a des répercussions sur notre conscience personnelle, sur notre conscience planétaire. Ça nous affecte toute notre vie durant. On veut toujours revenir dans notre corps. Quand tu perds ta job, tu as peur. Ça fait partie de revenir dans l'équilibre de ton corps. Quand tu es malade, tu as peur. Ça fait partie de revenir dans l'équilibre de ton corps. La crainte, ça fait partie des forces de l'âme. Ça fait partie du besoin de revenir dans notre corps. Si l'homme n'avait pas de crainte, l'homme n'aurait jamais besoin de revenir dans son corps. Donc à ce moment-là, sur le plan mental, il serait libre, puis il pourrait vivre sa conscience comme il veut. Fait que s'il perdait sa job, il ne serait pas en déconfiture. Les événements de la vie se produiraient, puis il ne serait jamais en déconfiture. Parce que la non-existence n'existe pas au niveau de l'esprit. Alors que la non-existence existe au niveau de l'âme. Et c'est quand l'âme sort du corps matériel. Quand on a peur de perdre notre job, qu'on a peur de perdre notre femme, qu'on a peur de perdre nos enfants, qu'on a peur de perdre notre char, c'est de la non-existence. On a peur de la non-existence. Mais ça, c'est l'âme qui a peur de ne pas revenir dans son corps. C'est un phénomène totalement astral, la non-existence. Mais si l'homme était dans son esprit, il ne vivra jamais la non-existence. Donc, ces éléments-là psychologiques qui font partie de la déformation de son ego, il ne connaîtra pas ça. Donc, l'homme ne sera jamais malheureux dans la vie. Il n'aura jamais peur. Donc, il passera simplement d'une étape à une autre, au lieu de passer d'une expérience à une autre. Mais on passe toujours d'une expérience à une autre, puis ça n'arrête pas. Puis on s'aperçoit finalement, on a trouvé notre job. Ah, c'est pas si pire. On s'est trouvé notre chum. C'est pas si pire. La vie, elle n'arrête pas. Effectivement, ça n'arrive pas, c'est un continuum. Mais on ne réalise pas au niveau psychique. On ne réalise pas instantanément au niveau psychique que la vie, c'est un continuum.
On a toujours l'impression que la vie, c'est une période qui dure, puis ça change. Ça change pas. La vie, c'est un continuum. Nous autres, on change parce qu'on a peur. On n'est pas capable de la traiter, la vie, d'une façon continue. On la traite toujours d'une façon discontinue. Fait qu'on est victime du même phénomène de l'âme qui veut retourner dans son corps parce qu'elle a peur de la mort. Parce que l'ego a peur de la mort. Avoir peur de perdre sa job, ça fait partie de la même chose. C'est simplement un niveau plus matériel, plus basic. Mais on ne peut pas comprendre ces choses-là par la philosophie, parce que la philosophie, c'est qu'un jeu. C'est le jeu de l'esprit. C'est un jeu d'esprit, la philosophie. La seule chose qui nous permet, la seule manière qu'on peut comprendre ces choses-là, c'est par expérience. Avec un petit peu de guidance, si vous voulez, avec une science, si vous voulez, qui nous explique un peu les aspects de cette manigance-là. Mais il faut le vivre par expérience. Éventuellement, on devient expérimenté suffisamment pour avoir de la maturité. Vous ne pouvez pas avoir de maturité sans expérience. La maturité dont je parle, c'est de la maturité réelle. Vous ne pouvez pas avoir de maturité sans expérience. Maturité, ça veut dire que vous avez un certain contrôle sur votre vie. Vous avez un certain contrôle sur vos émotions quand votre job est perdu. Quand ta compagnie ferme ses portes. Vous avez un certain contrôle sur vos émotions quand votre enfant se fait frapper par un automobile. Vous avez un certain contrôle sur vos émotions quand vous êtes malade. Mais ça, c'est de la maturité. Ça fait partie d'avoir une conscience continue de la vie. Si vous avez une conscience continue de la vie va vous venir. Mais si vous n'avez pas conscience continue de la vie va vous échapper, elle va vous passer entre les doigts. Parce que la vie, elle est refusée à ceux qui refusent sa continuité, c'est évident. La vie, par ses propres lois internes, va refuser à ceux qui la refusent. La peur de perdre, la crainte, ça fait partie de refuser la vie. C'est des lois astrales, ça. Quand l'homme sera suffisamment télépathe pour parler avec son esprit, vous verrez que c'est des lois astrales. Vous verrez que l'esprit, quand l'esprit parle à l'homme, ou votre double parle à l'homme, il ne vous parle pas comme nous autres, on se parle au niveau des peurs, des craintes de l'âme. C'est pas pareil. Il n'y a jamais de problème avec eux autres. Tu es mourant, tu n'as pas de problème avec eux autres. Il n'y a jamais de problème. L'esprit ne vous considère jamais malade, mourant. Nous autres, oui. Au niveau des forces de l'âme, au niveau de l'ego, au niveau de la médecine, on est mourant. L'esprit, non. Tout est correct. Je parle d'expérience. C'est une affaire de continuité. Mais on vit beaucoup plus notre vie au niveau de la discontinuité qu'au niveau de la continuité. Si on vivait notre vie au niveau de la continuité totalement, ça serait équivalent à ce que les hindous ont appelé le nirvana. Mais moi, j'ai ça le mot nirvana parce que c'est comme une marque de crème glacée pour moi. C'est facile d'être nirvanique quand tu descends dessus d'un arbre, puis il y a du monde qui vient de te nourrir, puis t'as pas de dessous. Mais quand tu travailles dans une corporation à Montréal, là, sa femme, c'est porte, puis t'as un loyer à payer, puis t'as un mortgage à payer, puis t'as un char à payer, puis t'as la télévision à payer, puis tes enfants qui ont un coqueluche, là. Je te dis que c'est une autre sorte de vie qui est assis là-dessus d'un arbre, d'un ashram. La science et la civilisation, elle vient du monde occidental, elle vient pas de rien. On n'a pas fait grand-chose au niveau de la science, là. Au niveau des mathématiques, au niveau de la chimie, au niveau de l'architecture. Je suis pas fasciné par le rien comme vous autres.
Les gens qui vont aux Indes, ils vont dépenser 10 000 piastres pour se faire donner un mantra, là. C'est un secret, elle ne dit pas ça à personne. Coûte combien? 10 000 piastres. Faut-tu être charlataniste? On est tellement fasciné par les Indes. Allez vivre là un petit peu de temps. Ne soyez pas fasciné bien gros. Mais l'occidental est naïf parce que l'occidental a développé la partie rationnelle de l'intelligence. Fait que tout ce qui est mystique pour lui, c'est merveilleux. Les Américains, c'est plus naïf. Hein? Les Américains, tout ce qui est mystique, tout ce qui est mastique, sont prêts à payer 10 000 piastres pour un mantra. Bah, je pense qu'on va commencer à en vendre des mantras. Bien loin. Ouais, ça fait on fait du. Fait que quand on parle d'évolution, on parle réellement d'évolution. Grande transformation de l'homme à tous les niveaux. C'est pour ça que, puisqu'on parle un petit peu de la nécessité pour l'être conscient de finalement se prendre en main, puis réellement travailler son être pour en arriver un jour à pouvoir avoir un couple, c'est important parce que surtout un être conscient ne peut pas vivre seul, on a trop de choses à dire, on a trop de choses à parler. C'est un des plus grands plaisirs que l'homme conscient aura de parler. Fait que d'avoir un couple avec lequel on peut réellement communiquer, ou un couple, je veux dire, un couple c'est deux. C'est pas nécessairement vivre avec. Mais avoir un couple avec lequel à l'intérieur duquel on peut réellement communiquer, c'est très, très important pour un être conscient. Mais ça prend un certain temps, parce qu'il y a une reformulation de l'être qui est nécessaire. Il faut se savoir, il faut se connaître un peu. Si vous ne connaissez pas, vous ne pourrez pas connaître l'autre, comprendre l'autre. Fait qu'il faut que nos propres bavures soient essuyées avant qu'on puisse réellement bénéficier de l'intelligence d'une autre personne, surtout d'un autre sexe. Ce qui nécessite effectivement qu'on élimine la vieille habitude de se prendre au sérieux. On ne peut pas se prendre au sérieux d'un couple. Tu te prends au sérieux d'un couple, tu viens de dominer l'autre tout de suite, surtout si t'es l'homme, tu as des gros muscles. Tu payes 6 pieds 4. Puis l'autre, à mesure 5 pieds 3. Tu sais. Fait que c'est bien, bien important de ne pas se prendre au sérieux. Puis le problème avec un être qui se conscientise, c'est qu'on a tendance à se prendre au sérieux parce qu'on commence finalement à apprendre quelque chose qui est important et qui est réel. Mais en même temps, il faut qu'on apprenne à ne pas se prendre au sérieux parce que si vous prenez au sérieux dans quelque chose de réel, vous allez vous faire astraliser à un point où un jour vous ferez des grandes, grandes bêtises. Il y a des expériences sur le plan matériel ici qui ont été faites au Québec au niveau de détruire le sérieux d'une conscience évolutionnaire. Puis le prix a été très grand. Pourquoi? Pour amener l'être à réellement se déspiritualiser complètement et avoir les pieds bien terre à terre. C'est pas facile d'avoir les pieds bien terre à terre. Tu te mets pas les pieds bien terre à terre parce que tu veux puis quelqu'un te le dit. Il faut que ça fasse partie de ta transformation. La transformation de ton être. Pour pouvoir finalement être intelligent tout le temps. Pas une temps en temps. Fait que c'est pour ça que la formation d'un couple conscient, c'est réellement ce sera réellement le résultat de la transmutation de deux êtres en évolution. Ce ne sera pas la formation d'un contrat social. Ce ne sera pas le résultat simplement d'un contrat social. Ça va nécessiter d'autres choses. Sinon, vous allez vous retrouver dans des conditions archaïques, des conditions anciennes,
Puis vous allez sentir le vide de votre partnership. Il va y avoir un vide. Parce que vous ne serez pas réel. Dans un couple conscient, il y a une certaine réalité. Ça n'a pas besoin d'être total, la réalité, mais il faut qu'il y ait une certaine réalité. Sans ça, il y a quelqu'un qui va vous découvrir. Il y a quelqu'un qui va vous savoir. Il y a quelqu'un qui va vous voir. C'est un des propres de la conscience éveillée de voir. J'ai entendu des bonnes nouvelles dernièrement d'une femme que je connais parmi vous autres, là. Pas nécessairement vous autres ici, mais elle s'est finalement fait un chum là, après des années, puis des années, puis des années de desperation, de désespoir. Une femme qui paraît bien, une femme intelligente. Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ça s'en vient, ça s'en vient. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche. Finalement, elle a rencontré quelqu'un. Là, elle vient plus me voir, là. C'est un bon signe. Elle a rencontré quelqu'un. Mais moi, je sais que c'est temporaire, mais je dis pas. Mais au moins, je laisse le plaisir d'avoir l'impression d'avoir rencontré quelqu'un. C'est déjà pour elle une grande chose. Puis là, elle va pouvoir affiner ça, pour voir un petit peu qu'il y a encore quelque chose à ajuster. Fait que la prochaine fois, quand elle va passer à l'autre étape, elle va être moins excitée à vouloir rencontrer quelqu'un. Là, elle va dire, je vais prendre mon temps, non? Je sais qu'est-ce que c'est, là. J'ai entendu 6, 7, 8 ans, mais entendu un autre 3, 4 ans. Après ça, ça va être pas mal ajusté, l'affaire, on va être bien. Mais je suis pas pour gâter son expérience. Je suis content qu'elle ait rencontré quelqu'un après 5, 6, 7 ans. Elle mérite de goûter un petit peu à ce fruit. Merveilleux qu'on appelle la pomme. Puis je connais, je sais ce qui se passe avec elle. Là, elle est énervée de cet instant. Elle est énervée. Mais ça, c'est normal qu'elle soit énervée parce qu'elle est heureuse. Là. Mais il faut qu'elle fasse attention à être heureuse parce qu'elle est heureuse, c'est astral. Fait qu'elle va apprendre à être un petit peu mieux, plus s'ajuster à être bien dans sa peau. Là, parce que si elle est trop heureuse puis elle est trop énervée, mais là, elle va l'étouffer, l'autre. Parce que ça fait 6-7 ans qu'elle cherche. Quand tu cherches après 6-7 ans, puis tu trouves, tu l'étouffes-tu l'affaire que tu trouves? Donc, c'est intéressant. C'est plus comme avant. C'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Dans l'évolution. Fait que je continuerai à vous parler, mais je suis tanné. Mais je suis pas tanné de vous autres. Je suis tanné de parler de ça. Je veux parler d'autres choses. Mais je veux voir ce que mon boss en haut dit. On va voir qui c'est qui veut parler de grand. Des fois, il est de bonne humeur. Des fois, il n'est pas de bonne humeur. On va essayer de bonne humeur. Disent que l'homme doit comprendre que l'évolution de la conscience est un processus qui est long. Et l'homme doit en arriver petit à petit à pouvoir faire confiance à son esprit sans faire confiance à son esprit. Il faut que l'homme en arrive, à faire confiance à son esprit sans faire confiance à son esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire confiance à son esprit, ça veut dire en arriver à savoir que la vie, c'est continu. Si vous savez que la vie, c'est continu, vous faites confiance à votre esprit. Vous perdez votre job, vous savez que la vie est continue, tu vas en avoir un autre. Ton enfant, il se fait frapper par un automobile, la vie est continue. Il s'en va sur son plan, puis il est bien.
La vie, c'est un continuum. Ça fait partie de confiance à son esprit. Faire confiance à son esprit, dans ce cadre-là, c'est normal, ça doit être comme ça. Mais si l'homme fait confiance à son esprit au niveau psychologique, il va se faire attraper au niveau de son ego. Fait que je veux que vous compreniez la différence. L'homme doit faire confiance à son esprit sur le plan de la continuité. Tout est continu dans la vie. Mais il ne doit pas faire confiance à son esprit sur le plan psychologique. Si vous faites confiance à votre esprit sur le plan psychologique, surtout si vous avez un contact intérieur, ils vont vous mettre des trappes, ils vont vous entrapper pour vous amener éventuellement à faire confiance à vous-même. Parce que techniquement, quand un homme est conscient, qu'il fasse confiance à son esprit ou qu'il fasse confiance à lui-même, c'est la même affaire, c'est unifié cette affaire-là. Mais si vous vous divisez et vous faites confiance à votre esprit, au lieu de vous faire confiance à vous-même, ils vont vous entraper puis ils vont vous mettre dans des expériences qui vont être très, très, très difficiles, très souffrantes, pour vous amener finalement à comprendre que l'homme ne doit pas fonder sa conscience sur son esprit, mais qu'il doit unifier sa conscience à son esprit. Pas pareil. Unifier sa conscience à son esprit, c'est une chose, et fonder sa conscience sur son esprit, c'est une autre. Dans un cas, c'est une dépendance occulte, alors que dans un autre, c'est une conscience de la continuité de la vie. Fait que ça, pensez à ça, regardez ça, étudiez ça, c'est bien intéressant, ça. Bien intéressant. Il y a beaucoup de choses qui découlent de ça. Il y a beaucoup de lois de conséquences qui découlent de ça. C'est pas parce qu'un homme est conscient qu'il est en télépathie avec les plans subtils qu'il doit faire confiance à ces plans-là. Moi, je ne fais aucunement confiance à mon esprit. Puis s'il y a un homme qui est conscient de cette gang de malades-là en haut, c'est moi. Mais je ne fais aucunement confiance à mon esprit. Mais je fais confiance à mon esprit dans le sens que j'expliquais tout à l'heure, dans le sens que pour moi, la vie, c'est toujours un continuum. Mais j'ai appris à faire confiance à moi-même. Complètement à moi-même. Et ça demande beaucoup d'esprit. Sinon, on devient dépendant, devenir dépendant des forces occultes, c'est le pire qu'on puisse faire. Parce que l'homme ne connaît pas les lois de ces mondes-là. C'est des mondes qui sont totalement différents de notre monde. Totalement différents. C'est très important au cours de l'évolution, puis ça fait partie de la psychologie évolutionnaire, que l'homme réalise ceci. Si un jour l'homme en arrive à bénéficier d'une conscience télépathique avec ces plans-là, au moins il sera pas esclave de ces forces-là qui sont très grandes. Très grandes. Très, très grandes. Je sais comment elles sont grandes, ces forces-là. L'homme sera libre. On a tendance, parce qu'à cause de notre condition, on a tendance à vouloir avoir des maîtres au-dessus de nous autres. On va avoir des maîtres au-dessus de nous autres. On aime ça, même avoir un esprit qui nous parle et qui nous dit, ça marche pas de même. C'est une chose que l'homme doit totalement éradiquer de sa conscience. L'homme doit en arriver à prendre contrôle lui-même de son énergie. Jamais être dicté par les forces occultes. Les forces occultes sont là pour éclairer l'homme, ne sont pas là pour le rendre intelligent. Pour éclairer, pas pour le rendre intelligent. La lumière est éclaire dans la chambre, elle ne dit pas où t'asseoir. Si jamais la lumière elle dit où t'asseoir, là, t'es fait. Je peux-tu arrêter le tape? Je suis tanné de parler en tape. Peux-tu arrêter le tape?